La grande interview sur CNews et Europe 1, mon invité ce matin est la présidente du mouvement Identité et Liberté, également eurodéputée. Bonjour et bienvenue Marion Maréchal. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes également l'auteur de ce livre publié chez Fayard, Si tu te sens Le Pen, une autobiographie très politique. Si tu te sens Le Pen, c'est d'ailleurs ce que vous écrit votre grand-père, Jean-Marie Le Pen, pour vous convaincre d'être candidate. C'est en 2012 pour les législatives. Et tout au long de ce livre, c'est un cheminement pour expliquer cet héritage et comment aussi, on parlera de la suite, porter vos idées au pouvoir. Tout d'abord sur l'héritage, Marion Maréchal, dans toutes les successions, vous le savez, il y a le passif, il y a l'actif. Le passif, ce sont des condamnations pour antisémitisme et racisme. Il y a l'actif, évidemment, que vous détaillez. Vous reconnaissez beaucoup de choses et une vision prophétique également à votre grand-père. Mais est-ce que vous assumez tout? Est-ce que vous prenez tout, l'actif et le passif? Comme vous l'avez dit, dans ce livre, je reviens nécessairement, parce que lorsque j'écris ce livre, intervient entre autres choses le décès de Jean-Marie Le Pen, qui mécaniquement me conduit à interroger cet héritage, en quoi je le perpétue, en quoi je le réinterprète aussi à ma manière, en quoi je le dépasse. Je parle évidemment d'un certain nombre de désaccords que j'ai pu avoir avec Jean-Marie Le Pen à l'époque, que j'ai pas hésité à exprimer publiquement et face à lui, ce qui était plus compliqué en 2015 qu'en 2026, vous vous en doutez. Mais je rappelle aussi un certain nombre de choses sur le fait que oui, Jean-Marie Le Pen a été un précurseur. Je veux dire aujourd'hui des sujets qui font consensus, au-delà même d'ailleurs de l'immigration ou de l'islamisation, sur la mondialisation sauvage, sur la désindustrialisation, sur le désarmement militaire, sur même l'Union européenne et la perte de souveraineté. Sur tous ces sujets, il a été longtemps seul. Voilà, et il a porté, et il a à certains égards réhabilité l'idée de patriotisme qui était considérée comme ayant des relents fascistes à une certaine époque et en cela porter l'espoir de millions de Français. Donc oui, en cela, je revendique aussi fièrement d'être dans la continuité de cet héritage et je tâche à mon niveau de le perpétuer et de l'adapter aux défis nouveaux. Et on se souvient du communiqué de l'Élysée après la mort de Jean-Marie Le Pen, selon qui, je cite, l'histoire jugera. Vous avez été peut-être heurté ou pas par une telle déclaration. Est-ce que vous estimez que c'est à l'histoire de juger ? Vous savez, je crois qu'à certains égards, la mort de Jean-Marie Le Pen lui a rendu justice, si on peut dire ainsi, puisque à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'analyses quand même qui c'est vrai, ont admis que l'homme, dans la complexité de sa vie, parce qu'on parle de 60 ans de vie politique, ne pouvait pas être réduit aux polémiques, et qu'il y avait à travers aussi sa capacité à voir loin, quelque chose qui sortait malgré tout un peu de l'ordinaire. Et donc, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer à travers ce livre aussi, qui vous dit est un livre très incarné, c'est que le combat civilisationnel que je porte, ce ne sont pas seulement des notions conceptuelles, la civilisation, la lignée, l'héritage, la tradition, la conservation, la transmission, ce sont des visages. Voilà, et c'est le visage aussi de mes ancêtres, c'est le visage de mes filles. Et j'essaye de raconter cela à travers ce livre, parce que pour moi, évidemment, c'est un combat existentiel. Oui, d'ailleurs, il y a non pas une contradiction, mais beaucoup de ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin se disent, le titre, c'est « Si tu te sens Le Pen » et on parle de Marion Maréchal. Que signifie en 2026 porter le nom Le Pen, que vous ne portez plus d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une culpabilité héréditaire ou est-ce qu'il y a, comme vous le dites depuis le début, une forme de fierté malgré tout Alors cette phrase, si tu te sens Le Pen, est une citation, puisque c'est la dernière phrase en effet de la lettre que mon grand-père m'adresse en 2012 pour m'enjoindre de m'engager en politique et d'être candidate à la députation à Carpentras. Moi, je comprends en fait à travers cette phrase, si tu te sens Le Pen, qui m'a un peu piqué au vif, piqué mon orgueil et qui en appelait à mon sens du devoir, c'était si tu en as le courage. En fait, si tu te sens Le Pen, c'est une attitude face aux événements pour moi, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir peur du politiquement correct, de sortir des modes et des conventions du moment, d'être capable de regarder loin, d'être toujours et avant tout soucieux des intérêts des Français. En cela, beaucoup de militants et d'électeurs se sont sentis Le Pen, si je puis dire, bien avant moi. Donc ça va au-delà de ça. Quant à ce nom, en réalité, j'en parle longuement dans le livre, j'ai un rapport très, très intime à ce nom, puisque j'en parle. Moi, mon histoire personnelle et l'histoire de ma naissance on va y venir. fait que je me suis appelée pendant 3 ans Marion Le Pen avant d'être adoptée par mon père actuel et de devenir Marion Maréchal. Donc ces deux noms ont toujours fait partie de ma vie. Et ce nom, moi j'en suis fière pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et il a longtemps été, et peut-être encore aujourd'hui, une forme d'étendard. Voilà. Et donc à ce titre... moi, j'ai pas dit, quand mes adversaires, vous savez, régulièrement sur les plateaux, essayent de me mettre mal à l'aise en m'appelant Marion Maréchal Le Pen. Mais enfin, ils perdent leur temps parce qu'objectivement, ça me pose. Mais vous dites que c'est une attitude et même un étendard. Vous assumez tout. Vous dites aussi d'un autre personnage, d'ailleurs, et on va y venir. Vous avez créé la polémique en début de semaine, un autre personnage qui est Donald Trump, au risque de choquer, jusqu'à qualifier d'accident malheureux, je cite, la mort d'opposants à la controversée politique de l'immigration aux États-Unis. Vous avez provoqué un tollé. Est-ce que vous assumez, là encore, une attitude, une provocation ?
Ah, moi, j'ai pas du tout, contrairement à ce qui peut être dit, un tempérament provocateur. Moi, j'aime pas la polémique pour la polémique. En revanche, quand j'aime pouvoir dire les choses, et je n'ai pas peur de dire les choses, quand bien même cela pourrait-il déplaire sur le plateau de France Inter, ce qui a été le cas. Je parle dans ce livre de Donald Trump, je parle de la leçon politique qu'il donne et qui devrait nous inspirer, non pas d'ailleurs sur l'affaire, en l'occurrence, relative à la politique d'immigration, mais on va dire sur une forme de réhabilitation de la volonté et de l'efficacité politique sur la technobureaucratie, sur le gouvernement et sur le gouvernement des juges. C'est ce dont je parle dans le livre. Maintenant, en ce qui concerne... Vous regrettez les propos sur un accident malheureux? Non, je ne regrette pas les propos. Je vais vous redonner le contexte de tout cela, qui est très simple. En fait, déjà, premièrement, qu'est-ce que je dis sur France Inter? Je commence par dire que je vois une sorte de manœuvre de diversion. Ça veut dire que depuis maintenant quelques jours, on est tous devenus chroniqueurs de l'actualité américaine, comme si ce qui se passait à 7000 km de chez nous devait davantage nous occuper que les drames qui se déroulent sous nos yeux. Voilà, et je disais à Benjamin Duhamel, en l'occurrence, que je trouvais très étonnant de passer quasiment l'intégralité de l'interview sur un drame tout à fait regrettable, personne ne remet ça en cause, qui se passe aux États-Unis, alors même que quelques jours auparavant, une vieille femme de 90 ans, vous imaginez l'horreur, a été violée. Sur 2 antennes, on a parlé des deux événements. Oui, mais que ce matin, vous regrettez quand même le mot d'accident malheureux? Je finis là-dessus et je vous réponds. Une femme de 90 ans à Nice, il y a quelques jours de ça, qui a été violée par un clandestin sous OQTF, qui était pourtant assigné à résidence. Voilà. Et donc, ce que je n'aime pas, si vous voulez, c'est l'impression, pas l'impression d'ailleurs, parce que c'est assez grossier, disons-le, d'utiliser la polémique aux États-Unis pour en fait culpabiliser les Français de vouloir réguler l'immigration. En fait, ce qu'on essaie de dire aux Français, c'est regardez, si vous voulez réduire l'immigration ou organiser l'expulsion de clandestins, en fait, ce que vous voulez, c'est tirer sur les gens dans la rue. Voilà. Et moi, je refuse. Pas mon intention, c'est pas. Non, je sais que c'est pas la vôtre. Responsable politique qui dit accident malheureux de la mort et qui est une tragédie évidemment et un drame d'une personne. Donc un responsable politique, est-ce que vous assumez ces mots? J'assume tout. Ce que je suis en train de... assumez tout. Oui, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que on regarde ces événements d'ailleurs avec le filtre, disons-le, du regard français, ce qui est tout à fait normal. Filtre humain. Et même allons de là, le filtre de la propagande du service public. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, je ne suis pas en train de vous dire que cet accident et ce drame, d'ailleurs, parce que quand je parle d'accident, je parle en l'occurrence du dernier événement, puisque manifestement, il y a une confusion, et il y a 2 versions qui s'opposent, puisque cet homme qui a été dramatiquement abattu, mais une fois de plus, moi, je ne me bats pas du tout pour importer les méthodes américaines, et je ne suis pas en train de défendre cela. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes face à une police qui est présentée comme quasiment une milice de Trump, alors qu'elle existe depuis 2003, dont le dirigeant, je le rappelle quand même, a été à l'époque récompensé par Barack Obama, et face à une police qui intervient dans 70% des interpellations de clandestins, face à des gens qui sont des criminels ou des gens dangereux. La dernière affaire qui nous occupe, il voulait interpeller un homme qui était accusé de violence conjugale. Et on a face à cela l'organisation de toute une méthode finalement très bien huilée, disons-le, de la gauche et de l'extrême gauche, avec d'ailleurs la complicité des États fédérés démocrates, pour bloquer cela. Vous voyez, et ça vous-même qui parlez beaucoup de cet événement en entrant dans les détails. Oui, mais parce que je vous probablement des éléments d'extrême gauche. Mais voilà, et parce que je veux vous dire que faut-il pour autant ne pas condamner? Non, mais je veux dire, bien sûr que moi je regrette ce qui se passe. Tout doit être évité. Je veux dire, la mort d'un homme, quelle qu'elle soit, est dramatique d'ailleurs. Mais j'essaye de recontextualiser pour sortir un peu, si vous voulez, de l'émotion. Et une fois de plus, et vous avez raison de le dire, on passe beaucoup de temps sur cette affaire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord et avant tout de dire que nous sommes en France et que je ne suis pas un alignement sur de la question. Je ne suis pas la police et puis que je ne suis pas la police de la police américaine. Si vous voulez. Est-ce qu'on peut défendre une ligne? Alors, est-ce qu'on peut défendre la souveraineté en étant dans une position aussi, certains diraient, atlantiste? Écoutez, moi, j'ai aucun problème de cohérence de ce point de vue-là. C'est ce que j'expliquais sur le plateau de vos concurrents. C'est très simple. Moi, j'ai des combats communs avec Donald Trump. Ce serait ridicule de le nier, qui sont des combats très actuels contre le wokisme, face à l'immigration de masse, face au grand remplacement, face aux dérives aujourd'hui de l'islamisme, le narcotrafic. Enfin, je pourrais vous en citer beaucoup. Ce sont des défis communs, d'ailleurs, aux États-Unis et aux Européens. Et je constate, on le voit notamment dans son discours à Davos, que Donald Trump est parfois plus lucide lorsqu'il dit qu'on ne reconnaît plus certaines villes européennes que nos propres dirigeants européens. Donc ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, moi, je ne découvre pas, si vous voulez, que les Américains, que ce soit d'ailleurs des administrations de gauche ou de droite, sont des concurrents géopolitiques et économiques parfois féroces. Je veux dire, j'ai dénoncé l'accord que je considérais inique à notre égard avec les États-Unis en juillet dernier. Je n'ai pas oublié, sous Obama, les affaires Alstom, les affaires d'espionnage. Comme le disent certains de vos détracteurs, je note par exemple Laurent Geoffrin ou d'autres qui parlent d'apologie de Trump, de relativisation des crimes policiers, de tournant autoritariste. Oui, on a bien compris qu'on a aujourd'hui des gens de gauche qui essayent, comme d'habitude d'ailleurs, de caricaturer, de mentir et dans l'outrance pour tenter de diaboliser une position qui, me semble-t-il, a une vraie cohérence, c'est-à-dire d'abord et avant tout la défense des intérêts français et européens.
Moi, je ne reproche pas à Donald Trump de défendre les intérêts américains. Je demande simplement aux dirigeants français de défendre les intérêts français. Et je dis simplement que quand il y a des combats communs, travaillons ensemble. Quand il y a évidemment des combats divergents, d'abord et avant tout, la défense de la souveraineté française et européenne. Alors, quand il y a des combats communs, travaillons ensemble. D'ailleurs, ça vaut peut-être aussi pour certains partis politiques en France, peut-être aussi autour de vous et votre propre famille. Parce que vous écrivez, c'est ce que je disais, c'est parfois intime. On reviendra sur votre enfance dans ce livre, mais sur la partie familiale et politique. Vous parlez de moments de joie, comme dans toute famille, mais aussi de scandales, de séparation. Et vous dites, dans ce clan, on s'aime d'un amour noueux, rugueux, mais enraciné. À la manière des vieux chênes, chez nous, le lien compte plus que l'ambition, la fierté ou l'argent. Et après la tempête, il est toujours possible de réparer l'écorce brisée. On pense bien sûr à la relation entre Marine Le Pen et son père, avant de parler avec vous, au conflit ouvert, à son exclusion à lui, du FN. Et vous êtes à ce moment, Marion Maréchal, totalement prise en étau, en tenaille, d'un point de vue affectif, mais politiquement, est-ce que vous comprenez à ce moment-là que Marine Le Pen, eh bien, elle veut acter de la dédiabolisation, de ce qu'on avait appelé la notabilisation? Oui, en l'occurrence, merci de citer ce passage, puisque c'est vrai que moi j'ai la chance d'appartenir à une famille assez atypique à bien des égards, et parmi cette particularité, en effet, une certaine propension au pardon, ce qui n'est pas donné à toutes les familles qui parfois se sont amenées à se déchirer publiquement, même parfois malgré nous, hein. Alors, le pardon peut durer, et il arrive après quand même des années assez rudes. Oui, mais il advient, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai qu'à la fin, je l'explique longuement dans le livre, moi j'ai eu un certain nombre de désaccords, politiques, en l'occurrence stratégiques, avec Marine Le Pen fut un temps lorsque j'étais députée du Front National. Ça ne nous a pas empêché aujourd'hui de trouver le chemin pour travailler ensemble et préparer l'élection présidentielle à venir, qui est une échéance évidemment extrêmement importante. Je me retrouve à un certain moment, on va dire, de la vie du parti, en effet prise en étau politiquement, affectivement, entre cette affaire de Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Donc c'est vrai que c'est un moment extrêmement compliqué pour moi. Ce que je reconnais à Marine Le Pen, indépendamment des différences que nous pouvons avoir, c'est d'être un grand chef politique. Voilà, personne ne pourra lui enlever ça. C'est une femme d'une grande pugnacité, d'un grand courage, qui a des convictions sincères, et c'est ce qui nous rassemble aussi, et durement ancrées. Et c'est ce qui fait que aussi, parfois, nous avons tenu sur nos positions, et ce qui a pu conduire parfois à quelques incompréhensions. Mais je crois qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs tout l'objet de la présence, me semble-t-il, hier à la soirée de lancement de Jordan Bardella, d'Éric Ciotti, et même le lancement de votre livre. Exactement. Effectivement, Jordan Bardella était présent. Marine Le Pen a réagi sur X. Oui, elle s'est excusée, mais on a vu évidemment tout ce qu'elle... Exactement. Et puis Nicolas Dupont-Aignan était là, Éric Ciotti était là. Donc j'ai envie de dire... Vous y avez vu l'union des droites? Symboliquement, j'ai été heureuse de voir que le fait d'être présents tous dans cette salle puisse être peut-être le prémisse à ce que nous pourrons faire très intelligemment, je l'espère, ensemble à l'occasion des élections à venir. Voilà, pour faire en sorte de faire 50+1 le jour venu. Alors, on voit les présents, il y a aussi les absents. Je vais parler de ceux-là, notamment d'Éric Zemmour. D'ailleurs, vous dites cette phrase, vous avez acté de la séparation. La cohérence, la vision, la stratégie font que je penche pour Éric Zemmour. Ça, c'était quand vous l'avez rejoint. C'était dans le Figaro il y a quelques temps. C'est certain, mais il y a un sujet familial. Vous êtes alors, là encore, à la croisée des chemins, prise dans un tourbillon de sentiments contradictoires auxquels s'ajoutaient, je le dis, les émotions fluctuantes liées à votre grossesse à ce moment-là. Ce n'est jamais anodin. Mais c'était comme si vous passiez dans le camp adverse. Aujourd'hui, c'est digéré, c'est derrière vous. Oui, alors je parle de tout ce moment qui a été très compliqué lorsque j'ai décidé de soutenir Éric Zemmour en 2022. Je parle de toutes les complications que ça représente personnellement, politiquement pour moi, étant justement à certains égards une Le Pen et venant bien sûr à l'époque du Front National, même si j'avais quitté la vie politique depuis quelques années. Et c'est vrai que c'est une décision compliquée, mais c'est une décision cohérente sur le plan idéologique, parce que moi d'ailleurs, j'ai pas changé d'avis. Il y a évidemment énormément de choses dans ce que je défends et ce que je défendais même depuis longtemps déjà au Front National, qui me rapprochait de la ligne d'Éric Zemmour. Et donc je raconte, y compris d'ailleurs, ce moment où jusqu'à mon exclusion de Reconquête, parce que nous avons une divergence stratégique, moi je suis rentrée sur la promesse de l'union des droites, et je constate factuellement, lorsque je suis dans Reconquête, que tout n'est pas fait pour permettre cette union des droites, avec la tentation permanente de vouloir en priorité attaquer le Rassemblement national, alors que moi j'ai des différends, je ne suis pas au Rassemblement national, aujourd'hui je suis un allié, j'ai mon propre mouvement Identité-Liberté, mais pour autant, ce n'est pas mon adversaire principal, et je considère qu'on doit travailler ensemble. Vous dites, ma relation personnelle avec Éric Zemmour est devenue à ce moment-là de plus en plus froide et difficile, écrivez-vous, et vous expliquez que chaque jour démontrera par la suite que le seul objectif d'Éric Zemmour, c'est de prendre sa revanche sur Marine Le Pen. Éric Zemmour vous a répondu ces derniers temps. Il vous qualifie d'opportuniste qui a savamment préparé sa trahison pour retourner au bercail au RN, qui vous a d'ailleurs rejeté, affirme-t-il.
Oui, Est-ce là la politique que vous défendez? Parce que je trouve que c'est en contradiction avec tout ce que vous dites dans votre livre. Non, mais je vais vous dire très franchement, pour quiconque a lu le livre et lira, j'espère me fera l'honneur de lire le livre, vous verrez que c'est pas un livre qui règle des comptes. Voilà, j'explique des différences, mais je rentre pas dans le détail, je suis pas dans l'attaque ad hominem. Moi, je vais vous dire, je vous mets très à l'aise, malgré tout cela, et malgré ce qui a pu me séparer, même stratégiquement, en l'occurrence, de la position d'Éric Zemmour, je plaide pour que demain, Reconquête puisse aussi faire partie d'une grande coalition. Donc, voilà, je dépasse, on va dire, ce qui a pu m'opposer. Il vous dit Marion, avec Bardella, tu as le syndrome de la femme battue. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il le nie pas d'ailleurs, hein, quand on lui en parle. Oui, très simplement qu'il considérait que j'étais trop tendre, comme il le disait avec Jordan Bardella, et que j'aurais dû d'abord et avant tout concentrer mes attaques sur lui, ce que je ne croyais pas durant les élections européennes, puisque je savais que nous serions amenés à travailler ensemble demain au Parlement européen. Ce que nous faisons aujourd'hui, si nous obtenons des victoires aujourd'hui au Parlement européen. Donc c'est vous qui avez la vision prophétique, c'est vous qui avez. J'ai pas cette semble-t-il sur l'union des droites. J'ai pas cette prétention de vision prophétique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas m'enlever, déjà depuis 2012, d'avoir m'être battu pour défendre cette coalition des droites. Pourquoi ne l'ont-ils pas compris? Par exemple, je vous fais réagir une question sur Sarah Knafo qui réussit les premiers pas de sa campagne à Paris, mais délestée des polémiques, de sujets clivants comme le grand remplacement ou l'évocation de Pétain qui colle malgré tout à la peau d'Éric Zemmour. C'est une autre candidate ou c'est un bloc avec les mêmes idées comme vous? Ce sera à elle de le dire et de le démontrer dans les années à venir. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a en tête, ni pour les élections présidentielles à venir, ni pour l'après. On ne pourra pas enlever à Sarah Knafo son dynamisme. Hein. Ça, c'est une absolue évidence. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas très au clair sur ce qu'elle compte faire de cette candidature à l'issue, puisqu'elle laisse entendre qu'elle pourrait, in fine, peut-être même se désister pour Rachida Dati si elle était qualifiée au second tour. Moi, je vais vous dire, quand je vois ce que fait Rachida Dati, ou plutôt ce qu'elle ne fait pas au ministère de la Culture, quand je vois le bilan qui a été le sien en tant que garde des Sceaux, j'ai du mal à considérer que Rachida Dati est la garantie qu'une vraie politique de droite soit conduite demain à Paris. Donc je ne voudrais pas que les électeurs de droite se fassent avoir, et c'est pourquoi d'ailleurs, personnellement, je soutiens la candidature de Thierry Mariani, et je considère qu'il faut que le camp national rentre au Conseil de Paris précisément pour être un empêcheur de tourner en rond et pour s'assurer qu'une vraie politique de droite soit assurée et contraindre finalement Rachida Dati de devoir composer avec cette branche-là pour permettre qu'il y ait un vrai changement dans cette capitale qui est tant attendue. Politique de droite, on interroge souvent d'ailleurs le bilan des responsables de droite au gouvernement. C'est le cas pour Bruno Retailleau. On a eu les chiffres récemment de l'immigration avec une hausse de la délivrance des titres de séjour de 11%, ce qui a aboutit à un record absolu. Lui se défend, affirmant qu'il y a une véritable offensive. Il y a eu une offensive contre sa politique depuis le ministère des Affaires étrangères. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il a fait ce qu'il a pu là où il était? Je pense que Bruno Retailleau en fait, a été prisonnier, si je puis dire, du gouvernement qui était le sien, c'est-à-dire un gouvernement macroniste, avec une incapacité à avoir une ligne directrice et une vision. Si on veut avoir une réponse structurelle efficace sur l'immigration, ce qui est l'urgence absolue, ce qui pour moi est le sujet central, parce que l'impact en réalité est massif sur tous les sujets, notamment budgétaires, on aura peut-être le temps d'en parler. Il faut qu'il y ait une vision globale du gouvernement et qu'en fait on voit bien la limite de l'exercice, y compris pour les Républicains, à imaginer pouvoir peser dans un gouvernement qui en fait est tenu aujourd'hui par les socialistes et qui est dirigé par les macronistes. Et donc moi, ce que j'espère, c'est que la culture du compromis, pour vous, c'est de la compromission. Quand on dit qu'il faut un budget à la France et malgré tout on se met autour d'une table. Ce qu'ils appellent en fait du compromis aboutit à de l'impuissance et en réalité même à ce qu'une politique de gauche soit menée. On le voit avec le budget. Donc j'espère que cette leçon sera tirée et qu'ils sauront choisir davantage leurs alliés dans les semaines à venir pour espérer. Parce que moi, je ne remets pas en cause la sincérité de Bruno Retailleau. Je pense simplement que malheureusement, il ne s'est pas donné les moyens de mettre en place un des acteurs de l'Union des droites. Je l'espère. En tout cas, vous savez que je plaide pour cela depuis longtemps. Mais c'est intéressant, vous parlez des différences qu'on peut avoir, des compromissions ou du compromis. Vous-même, puisque tout à l'heure on a parlé de Marine Le Pen, vous avez des différences avec elle assez importantes sur les thèmes sociétaux. Je pense notamment à l'euthanasie. Vous avez une position qui est celle que l'on connaît depuis longtemps. Marine Le Pen est, certains diront, plus nuancée. Elle est opposée à l'euthanasie, en l'occurrence. Elle l'a dit publiquement. Oui, elle l'a dit publiquement, tout comme Jordan Bardella, en l'occurrence. Donc ça ne fait pas partie des points de divergence. Oui, mais reconnaissant cohérente comme Sébastien Chenu, c'est une autre position. Ah oui, mais c'est le principe même, si vous voulez, d'une coalition. C'est quand même d'être capable d'additionner des gens qui ont des sensibilités différentes, mais qui sont quand même, disons-le, d'accord sur le choc des civilisations, sur le grand remplacement, on ne le reconnaît pas. Mais qui sont quand même, contrairement à vous. Vous comprenez bien qu'ils sont quand même d'accord sur l'essentiel. J'entends, voilà. Et en l'occurrence, je pense que Bruno Retailleau a des différences majeures avec les macronistes et avec les socialistes, et on le voit notamment sur les questions économiques. Donc, à un moment donné, il faut quand même faire la différence entre les alliés potentiels et les adversaires existentiels. Et je pense qu'une fois de plus, l'alliance avec la Macronie existentielle à ce point. je pense
Vous ne trouvez, il n'y a rien de commun dans ce que vous êtes, dans la manière avec laquelle vous faites, vous appréhendez la politique avec Emmanuel Macron et d'autres, rien. Rien de commun. Je pense que, en tout cas, la défense des intérêts de la France. Je pense qu'il y a, par exemple, si je devais aller un peu dans le détail, je pense par exemple qu'il y a un certain nombre de personnalités chez Horizon avec lesquelles il y aurait peut-être des choses à faire. Beaucoup d'ailleurs interpellé quand vous avez parlé de cela. Certains se sont dit mais quel rapport entre Marion Maréchal et Édouard Philippe? Non, mais alors en l'occurrence, je parlais pas nécessairement d'Édouard Philippe, mais je pense par exemple à une présidente de région comme celle des Pays de la Loire, Christelle Morançais, qui a eu des résultats significatifs, notamment sur les questions économiques et dans la lutte contre, on va dire, les dérives aujourd'hui du financement des associations de gauche. Bon, voilà, donc il doit pouvoir y avoir un dialogue, mais à un moment donné, il faut dialoguer avec des gens avec qui on partage des choses. Qu'est-ce que j'ai en commun, en effet, avec Emmanuel Macron aujourd'hui quand je vois son bilan? Non, objectivement, pas grand-chose. Voilà, parce que derrière les mots, vous l'avez dit, le résultat, c'est celui que vous venez de donner, c'est-à-dire une explosion de l'immigration. Il n'y a jamais autant d'immigrés qui sont rentrés sur le sol français, qui sont présents sur le sol français. Nous sommes complètement désarmés aujourd'hui sur le plan géopolitique parce qu'il a fait des embardées, si je puis dire, dans ses positions qui sont absolument dramatiques. Le résultat économique est un drame absolu. Un volontarisme sur l'Ukraine et d'autres, y compris à l'international. Oui, enfin, un volontarisme changeant et qui aboutit à ce que nous soyons totalement marginalisés. Et aujourd'hui, on découvre, ce qui fait quand même extrêmement mal au cœur, que les Français sont en moyenne plus pauvres que la plupart des Européens. Donc non, je ne peux pas aujourd'hui me sentir une quelconque proximité avec ce bilan, d'où le fait, une fois de plus, qu'il faut un changement radical au-delà de la politique, mais d'hommes, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, nous arrivons au bout de cette génération qui nous a emmenés dans le mur. Génération, vous en parlez, là je vais revenir au livre pour conclure. Vous avez un petit peu évoqué cela tout à l'heure, par pudeur, je vais laisser les lecteurs découvrir cet épisode fondateur de votre vie où vous parlez, et je crois quelles que soient les opinions et les convictions politiques, avec vraiment beaucoup d'émotion. Quand vous savez qui est votre père biologique, en réalité, le journaliste et reporter de guerre Roger Hawke, et lorsque Samuel Maréchal décide aussi de vous élever, vous consolant du fait que votre géniteur n'a pas souhaité vous reconnaître, et Samuel Maréchal vous reconnaît devant la loi, donc on laissera au lecteur découvrir ce moment où naît la femme que vous êtes. Pourquoi je parle de cela? Parce que j'essaye de faire en sorte que le personnel alimente la genèse, finalement, de l'explication de la genèse de mes convictions. Et en fait, là, c'est simplement pour expliquer aussi le regard que je porte sur un certain nombre de sujets relatifs notamment à la famille et à la filiation. Mais voilà. Conclusion, Marion Maréchal, votre parcours politique est aussi guidé par votre foi. Vous n'en avez jamais fait mystère. Est-ce que il vous arrive d'être tiraillé sur des sujets entre votre foi et votre conviction politique? Je pense notamment à l'accueil des migrants, à l'aide à son prochain. L'accueil des migrants n'est-il pas un impératif biblique? Vous qui êtes une admiratrice du pape Léon XIV, vous avez d'ailleurs reçu, lui-même dénonce la politique migratoire de Trump. Mais au-delà de Trump, comment est-ce qu'on peut être autant guidé par la foi et mettre de côté certains impératifs? Écoutez, je me suis justement longuement interrogée sur ces questions et j'y réponds dans le livre, précisément, puisque ça fait partie des questionnements que tout à chacun doit se poser. Et vous verrez en réalité, pour ceux qui me feront l'honneur de me lire, que ce qui est prévu dans le catéchisme de l'Église catholique est plus nuancé que ce qu'on peut entendre, et que si nous sommes tous astreints à une charité individuelle, ce qui paraît logique, en tant que responsable politique, nous sommes tenus à la défense du bien commun, et le bien commun, c'est d'abord de garantir l'harmonie et le bien-être de son peuple, qui ne peut pas être compatible avec une politique d'immigration complètement chaotique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc quand on est terraillé entre ses convictions et un intérêt personnel, c'est d'abord les convictions qui comptent. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas, la même responsabilité de ce que dit d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique. Et j'y reviens, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit, ce catéchisme? Il dit d'ailleurs que tout immigré est tenu de respecter la loi et qu'il a un devoir de reconnaissance à l'égard du pays d'accueil. En aucun cas, il n'est dit que tous devaient être accueillis sans condition et sans limite. Donc à partir de là, il est autorisé, et il est même un devoir du responsable politique de faire en sorte qu'il y ait une politique d'immigration qui soit respectueuse des arrivants, mais aussi de ceux qui accueillent. Eh bien, tout est dit. Merci. Si tu te sens Le Pen chez Fayard, Marion Maréchal, je vous dis à bientôt.